Valoriser la recherche à Sciences Po Lille, c'est l'objectif de cette série de podcasts dont nous vous présentons le troisième épisode aujourd'hui. L'idée? Interroger tous les mois un enseignant-chercheur de l'école pour qu'il rende compte en quelques minutes de son parcours, de ses travaux, mais aussi de sa vision du métier de chercheur. Aujourd'hui, le professeur des universités en droit public Xavier Van den Driesch, titulaire à l'IEP depuis 2018, a accepté de répondre à nos questions. Je m'appelle Xavier Van den Driesch, je suis professeur de droit public depuis bientôt 30 ans maintenant. Et je suis en poste à l'IEP avec bonheur depuis 3 ans, après avoir fait toute ma carrière à l'université de Lille 2, dont j'ai été élu 2 fois président. À l'université de Lille 2, justement, vous vous engagez fortement pour valoriser la recherche en développant notamment une équipe de chercheurs en droit public au sein du GERAP, le groupe d'études et de recherche sur l'administration publique, devenu l'Institut de recherche en droit public, mais aussi en regroupant tous les juristes de Lille 2 au sein d'une unité de recherche unique, le Centre de recherche en droit et perspectives du droit. En quoi, pour vous, la recherche en droit est-elle indispensable dans notre société ? Quand je suis devenu professeur à l'université de Lille 2, donc c'était en 1991-92, il n'y avait pas véritablement de structure collective de recherche, en tout cas en droit. Il y avait beaucoup d'individus qui travaillaient un peu dans leur coin, et puis il y avait un centre de documentation à une époque où on n'obtenait pas toute l'information en cliquant ou en appuyant sur un clavier. C'était le temps où il fallait tourner des pages de recueil, etc. etc. Et donc, on avait effectivement besoin de ça. Moi, j'ai tout de suite voulu ou essayer de promouvoir l'idée qu'il fallait, d'une part, promouvoir des recherches collectives parce qu'on était plus efficace et on avait la capacité de déterminer des thèmes de recherche un tout petit peu plus généraux. Et j'ai aussi directement été tout de suite convaincu qu'il fallait favoriser une recherche qui dépasse les frontières simplement du droit, qui soit un peu une recherche pluridisciplinaire. Alors d'abord, en luttant contre la vieille distinction droit public, droit privé, et puis ensuite en allant au-delà, en travaillant avec des économistes, avec des politistes, avec des sociologues, avec des historiens, avec des géographes, bref. Alors, on a travaillé à des regroupements successifs. D'abord autour d'une thématique qui était centrée sur les finances publiques. Ensuite, on a regroupé l'ensemble des chercheurs de droit public. Et puis, j'ai réussi à créer le fameux centre de recherche droit et perspectives du droit qui aujourd'hui regroupe tous les juristes, droit public, droit privé et certains historiens du droit d'ailleurs, de l'université de Lille et au-delà, puisque j'en fais partie toujours, alors même que je ne suis plus à l'université de Lille, donc qui est d'une force de frappe importante parce que c'est une centaine de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Quand on choisit ce métier, quand on veut devenir prof de fac pour aller vite, en tout cas c'est mon cas, c'est d'abord pour la recherche. Ce qui est déterminant dans notre activité, ce qui est déterminant dans notre métier, c'est ça. Parce que, pour dire les choses simplement, il y a la recherche, il y a l'enseignement, mais l'enseignement, ça n'est que la face visible de l'iceberg. C'est-à-dire que l'enseignant-chercheur, il travaille sur des sujets, il mène sa recherche et ensuite il enseigne les découvertes, entre guillemets, ou le résultat de ses recherches. La difficulté, évidemment, et c'est la deuxième branche de votre question, mais la difficulté, c'est la spécificité des recherches en sciences humaines, pour aller vite. Moi, j'ai été président d'une université dans laquelle j'avais des médecins, des pharmaciens, etc., donc des vrais chercheurs tels qu'on les imagine, si vous voulez. La recherche scientifique, qu'elle soit appliquée aux disciplines de sciences dures ou de sciences humaines et sociales telles que les nôtres, elle présente des fondamentaux identiques. Et ces fondamentaux identiques, c'est d'abord du point de vue de la méthode. Euh, je vais vous inviter à relire Gaston Bachelard, mais fondamentalement, on est sur une méthode scientifique, alors qui prend différentes formes. Ça peut être la méthode empirique, analytique, enfin peu importe, mais la méthode est quelque chose d'essentiel. Et puis le deuxième aspect, c'est que cette recherche, elle a pour objet fondamental d'améliorer l'humain. Bon, et de permettre le déroulement de la vie humaine dans de meilleures conditions. Alors, on peut faire de la recherche pour trouver un vaccin contre le coronavirus, très bien. On peut aussi faire de la recherche pour savoir comment et jusqu'à quel point un pouvoir politique, à un moment donné, peut restreindre les libertés
pour garantir la sécurité sanitaire d'une population. Dans les deux cas, on est sur la même méthode. Alors, on n'est pas sur les mêmes outils, mais en tout cas, je ne fais pas de hiérarchie entre ce qui serait une recherche noble du côté des sciences dures et puis une recherche moins importante qui serait celle des sciences humaines et sociales. Au niveau de ces outils, justement, en tant que chercheur en droit, comment s'organise concrètement votre travail? On suppose que dans ce domaine, le processus de recherche diffère peut-être un peu de celui de la sociologie ou de la science politique, auquel les étudiants de Sciences Po sont sûrement plus familiers. Concrètement, vos recherches s'appuient-elles uniquement, entre guillemets, sur la jurisprudence, les textes de loi et leurs interprétations, ou pouvez-vous réaliser aussi des enquêtes de terrain, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives? Alors on peut fort heureusement faire les deux, même si c'est vrai que nous sommes moins accoutumés aux enquêtes de terrain, aux enquêtes par voie de questionnaire, etc. Notre premier matériau, c'est la règle de droit, quelles que soient les formes que cette règle de droit prend. Sur cette règle de droit, donc il y a un premier devoir qui est celui de la connaissance de l'existence même de la règle. Si possible, la compréhension et la capacité à la resituer dans un environnement. Un environnement qui est un environnement historique. En quoi la règle est-elle nouvelle? En quoi est-elle différente des règles sur le même sujet qui sont intervenues par le passé? Et puis, un environnement géographique. Il est absolument essentiel de confronter la règle telle que nous la pratiquons et telle que nous la connaissons avec le même type de règles qui s'appliquent en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis d'Amérique ou ailleurs. Et le troisième élément, c'est la dimension critique. Je pense que le chercheur en droit ne peut pas s'abstenir d'une vision critique. Il doit évaluer dans la mesure dans laquelle il considère que la règle est adaptée à l'état actuel d'une société. Il y a une dimension qui va au-delà de l'analyse, qui est une dimension critique et qui va aller jusqu'à la possibilité de faire des propositions pour améliorer l'environnement juridique, ce qui est peut-être une des lacunes du système français par rapport à d'autres systèmes. On fait peu appel aux universitaires en France et aux universitaires juristes en particulier pour promouvoir des réformes ou pour travailler sur des projets de réforme. Justement, vous vous intéressez dès vos premières publications au droit des finances publiques et des comptes publics, une discipline que vous considérez comme quelque peu délaissée par certains juristes. C'est peut-être parce qu'elle semble très technique et complexe et qu'il existe assez peu de droits positifs sur le sujet, bien qu'il y ait des grands principes au sein de l'ordonnance de 59 remplacée par la LOLF en 2001 ou de la loi organique du 2 août 2005. Le nombre de textes relatifs aux finances publiques semble assez restreint. Dès lors, quelles difficultés pouvez-vous rencontrer au cours de vos recherches et quelle est la place de l'étude de la jurisprudence dans ce domaine? Elle apparaît, cette matière, comme étant difficile parce que, j'allais dire que historiquement, les juristes qui ont travaillé en droit des finances publiques ont maximisé les aspects techniques en insistant sur les procédures, les contraintes. C'est très facile de rendre cette matière totalement imbuvable. Très, très facile. C'est beaucoup plus difficile d'essayer, au contraire, de montrer à quel point elle est un élément central de la vie en société. Même le droit de la comptabilité publique, qui peut apparaître comme le summum de la complexité technique, et on se demande à quoi ça peut bien servir. Ben si, on contrôle la façon dont on utilise l'argent public, et l'argent public, il sort de votre poche et de la mienne. Donc, ce qui explique ce qui explique que ce soit une matière qui fasse un peu peur, c'est précisément que on se réfugie, y compris à Bercy d'ailleurs, on se réfugie derrière des aspects strictement techniques au détriment de la dimension plus théorique, plus politique de cette discipline. Enfin, dernier aspect de votre question sur les sources en définitive. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a des textes, et il y a même beaucoup de textes, hein, à commencer par des textes constitutionnels. L'encadrement constitutionnel du droit des finances publiques est riche. L'encadrement législatif l'est aussi. Vous avez au moins une loi de finances chaque année. Bref, vous avez du texte, vous avez un peu de jurisprudence aussi. Donc, finalement, le matériau, il est là, et c'est peut-être dans le domaine de la jurisprudence qu'il y en a le moins. Mais vous avez des grands textes qui structurent, vous en avez cité un certain nombre, notamment la loi organique relative aux lois de finances, qui structure plutôt l'aspect constitutionnel de la matière. Mais je crois que la dimension technique, elle est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est ce droit des finances publiques garantit-il d'abord euh, le respect des principes démocratiques, et c'était toute la thématique
de réflexion des Gilets jaunes autour du consentement à l'impôt? Et ensuite, ce droit est-il la garantie que les fonds publics, que l'argent public est correctement et bien utilisé? Et on peut se poser aujourd'hui des questions sur les deux versants. Ce que vous soulevez ici, ça m'amène à parler d'un article que vous avez écrit dans la Revue française d'administration publique en 2006 sur la loi relative aux lois de finances et le contrôle des finances publiques, dans lequel vous expliquez que 5 ans même après l'adoption de cette loi, le contrôle budgétaire qu'elle est censée impliquer ne s'effectue pas correctement. Qu'en est-il aujourd'hui, 20 ans après? Est-ce que certains domaines sont-ils encore exemptés de contrôle? Je pense notamment au manque de transparence des cabinets ministériels en matière de finances publiques. En quoi cela peut-il poser problème? Alors, la transparence, je ne crois pas. Si vous voulez, celui qui veut savoir, il sait. Si vous voulez connaître la réalité de l'exécution financière de telle ou telle partie, tel programme, telle mission, vous y arrivez. Ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande peut-être d'ailleurs aussi un peu de connaissances en amont. La vraie question, vous l'avez soulevée, c'est celle du contrôle. Il y a en fait deux parties assez clairement déterminées. Pour aller vite, on autorise le gouvernement à effectuer des dépenses. C'est le Parlement qui autorise ça, il le fait en amont. Et ensuite, on doit vérifier que les dépenses ont été effectuées conformément à l'autorisation et, si possible, qu'elles ont été efficaces et qu'elles ont permis une bonne gestion publique telle que je le disais tout à l'heure. L'autorisation, c'est facile. Vous êtes parlementaire, vous vous paluchez quelques pages du projet de loi de finances, le rapport de la commission des finances, etc. Puis à un moment donné, on vous demande de voter, vous votez. Donc autoriser, c'est facile. Contrôler, c'est beaucoup plus difficile. Parce que ça suppose d'aller mettre les mains dans le cambouis. Un certain nombre de parlementaires le font, mais on ne sent pas véritablement un engouement très fort là-dessus. Donc, depuis le vote de la loi organique relative aux lois de finances de 2001, le gros constat d'échec, c'est celui-là. C'est-à-dire que les parlementaires ne se sont pas emparés des pouvoirs qui leur avaient été reconnus pour contrôler la façon dont l'autorisation qu'ils avaient donnée avait été effectivement suivie ou pas. Et on retrouve le même type d'échec sur le thème de la responsabilité des gestionnaires publics. À un moment donné, un ministre prend une mauvaise décision ou un responsable d'établissement public commet une irrégularité. Est-ce que sa responsabilité va être mise en jeu? Là aussi, pour l'instant, on est plutôt sur un constat d'échec que véritablement un système bien huilé. Que faudrait-il faire pour améliorer ce phénomène alors? Ah, alors, on a déjà beaucoup écrit sur la question et depuis longtemps. Je crois qu'il faudrait admettre que le cycle budgétaire, c'est pas très nouveau ce que je dis, hein, mais que le cycle budgétaire soit complètement modifié. L'essentiel, c'est que le Parlement donne une autorisation à caractère politique avant le début de l'exécution du budget en disant au gouvernement, OK, voilà les objectifs qui sont les vôtres, des objectifs politiques plus ou moins déclinés de façon précise. On vous donne les moyens de façon relativement large de mettre en œuvre ces objectifs. On vous fixe des indicateurs de résultats et le vrai débat, on l'aura au moment de l'exécution. Vous allez nous dire si oui ou non vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés et on va modifier, le cas échéant, les politiques en fonction des résultats obtenus. Et on boucle la boucle. D'abord parce qu'on renforce le rôle du Parlement, qui est quand même le détenteur de la souveraineté nationale. Et puis, on permet aussi de mettre en œuvre véritablement les responsabilités qui vont bien. Un ministre qui a mal géré, qui n'a pas du tout atteint ses objectifs, bah, peut-être qu'il faudrait lui demander de faire autre chose. Peut-être pour rapprocher ce sujet de l'actualité, le gouvernement a mis en place un plan de relance de plusieurs milliards d'euros pour faire face à la crise économique liée au coronavirus. Est-ce que, en ces temps de crise, la Cour des comptes et les commissions de finances parlementaires ont un rôle particulier ou accru pour contrôler la gestion des finances publiques? Un rôle particulier, oui, un rôle accru, non. Euh, le rôle particulier, c'est pour les commissions, la commission des finances en particulier, d'être
d'être informé en temps réel des initiatives gouvernementales et puis de contribuer au vote des textes. J'évoquais tout à l'heure les lois de finances rectificatives qui sont intervenues. Et puis pour la Cour des comptes, d'avoir une vision peut-être un peu plus loin dans le temps pour imaginer ce que seront les conséquences à court et moyen terme des décisions qui ont été prises. Mais vous voyez bien, ce qui se passe en ce moment est une belle leçon d'humilité pour le droit et pour les juristes. Rappelez-vous ce que disait le président de la République quand il a dit on va déployer les moyens coûte que coûte. Bon. Et c'est bien ce qui se passe. C'est bien ce qui se passe. En l'espace de quelques semaines, on a oublié toutes les règles qui jusque-là fondaient l'encadrement des finances publiques. Alors les 3%, les 60%, le déficit du budget de l'État, on s'en fiche. La dette cumulée, on s'en fiche. On explose tous les ratios. Pourquoi? Parce que nécessité fait loi et qu'à un moment donné, il incombe à la règle de droit de s'adapter aux contraintes sociales et aux contraintes sociétales. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et maintenant, le rôle d'institutions telles que la Cour des comptes que vous évoquiez tout à l'heure, c'est justement d'essayer d'anticiper un peu l'avenir, de quoi sera fait demain, comment va-t-on rembourser toutes ces dettes accumulées à l'occasion de la crise et qui viennent d'ailleurs s'ajouter à un endettement qui était déjà relativement important auparavant, et comment va-t-on s'organiser pour que demain, on soit en capacité de répondre avec davantage d'efficacité à une crise de cette nature-là. Mais j'observe quand même que euh, notre système financier public, finalement, il a pas mal résisté et il a été bien utile pour essayer de traverser cette crise. Autre sujet d'actualité, vos recherches portent également sur le droit des étrangers en France, une thématique assez politisée autour de laquelle les polémiques sont nombreuses. Donc dès 2001, dans Le Front National et le droit, vous montrez que les règles juridiques sont souvent interprétées par le FN dans le sens d'un durcissement de la situation des étrangers en France. Est-ce que cette marge d'interprétation du droit des étrangers est-elle encore beaucoup utilisée? Est-ce que le droit des étrangers est-il beaucoup interprété aujourd'hui par les partis politiques et pas seulement par le FN? Si oui, dans quel sens et quel en est le risque? D'abord, je m'intéresse au droit des étrangers un peu pour les mêmes raisons que je m'intéresse au droit des finances publiques, à la fois d'un point de vue politique peut-être et d'un point de vue méthodologique. D'un point de vue méthodologique, c'est aussi un droit qui est à la croisée des chemins. Vous faites pas du droit des étrangers en faisant simplement du droit national. Vous faites aussi beaucoup de droit européen, vous faites du droit international forcément, et du droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça, c'est le premier point. Que ce droit soit instrumentalisé politiquement, oui, clairement. Euh, il y a depuis 1945, je crois, une trentaine de lois qui se sont succédées, chaque ministre souhaitant avoir sa propre loi qui vient modifier les règles en matière de droit des étrangers. Et c'est un thème récurrent du débat politique. Qu'est-ce qu'on peut observer là-dessus simplement en ayant une analyse des règles de droit? On observe que le discours qui était celui du Front National il y a une trentaine d'années était un discours très minoritaire, qui était d'ailleurs très critiqué par les autres partis politiques. Ce discours, il s'est propagé. Et aujourd'hui, des partis ayant pignon sur rue, étant tout à fait reconnus, tiennent des discours qui auraient étonné dans la bouche du Front National il y a 20 ou 25 ans. Donc il y a eu une espèce de pénétration de ces idées plutôt de fermeture, plutôt de rejet, plutôt d'opposition, au détriment et en recul par rapport aux idées plus ouvertes, plus fondées sur les libertés, l'accueil, etc. Pourquoi? Parce que la situation géopolitique du monde s'est considérablement modifiée et que il y a aussi des formes d'instrumentalisation de la règle de droit. C'est en particulier le cas du statut de réfugié, puisque on ne se limite plus aujourd'hui à considérer le réfugié politique, mais on parle aussi de réfugié économique. On quitte son pays parce qu'on ne peut pas se nourrir et pas nourrir sa famille. Et on va parler demain de réfugiés climatiques pour des raisons évidentes. Donc c'est un droit qui est instrumentalisé, c'est un droit qui est d'une complexité infinie, avec une imbrication permanente des règles, et puis avec le fait que chaque jurisprudence est un cas particulier, et un cas particulier derrière lequel vous avez des femmes et des hommes, des enfants, qui sont souvent directement concernés,
et qui fait qu'il faut à la fois conserver une très grande rigueur juridique dans l'analyse de l'application de ces règles, sans méconnaître le devoir d'humanité qui doit présider à la fois à l'élaboration des règles et à leur mise en application. Et ce qu'on peut dire ces dernières années, c'est que ce devoir d'humanité, on a l'impression qu'il est plutôt en recul. Je vous rappelle quand même que la Méditerranée devient le premier cercueil au monde, hein. En analysant de tels sujets, comment le juriste peut-il être neutre? Enfin, a-t-il le devoir d'être neutre ou peut-il intégrer son opinion politique dans ses recherches? Le devoir du juriste, c'est de prendre la règle telle qu'elle est. Il ne peut pas méconnaître la règle. Mais une fois qu'il a correctement identifié et analysé la règle, il est de son devoir d'indiquer si oui ou non elle lui paraît correspondre d'abord aux principes fondamentaux qui gouvernent l'organisation de la vie en société, et donc pour ce qui nous concerne aux principes fondamentaux de la démocratie notamment, et puis d'évaluer si cette règle correspond aussi à ses propres convictions. Alors, le fait d'avoir des convictions ne doit pas aller jusqu'à méconnaître la rigueur scientifique, mais en même temps, si on s'interdit de faire des propositions, de faire des critiques, eh bien, on ne joue pas véritablement son rôle de chercheur, on est juste alors un observateur. Et sur quel sujet avez-vous envie d'être critique aujourd'hui alors? Ah bah sur les sujets que je vous évoquais tout à l'heure. Alors sur le droit des finances publiques, notamment, c'est tout le thème de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Moi, je hurle depuis une vingtaine d'années en regrettant qu'il n'y ait pas de mécanisme juridique véritablement abouti pour permettre d'identifier les irrégularités, les fautes de gestion, de les sanctionner et au contraire de favoriser ceux qui réussissent bien. On est là sur un domaine où il y a un certain nombre de réformes assez faciles qui peuvent être faites. Puis deuxième aspect, moi je suis quand même très inquiet de constater que nos libertés publiques fondamentales sont de plus en plus mises au second plan. Quand même, depuis 2015 et les attentats de cette époque-là, on vit quasiment en France de façon permanente sous un régime d'état d'urgence. Soit état d'urgence terrorisme, soit aujourd'hui état d'urgence sanitaire. De plus en plus, on admet des restrictions aux libertés. Et là, je ne parle que véritablement de ce qui se passe en France. Mais si vous regardez ce qui se passe, on parlait de droit des étrangers, s'agissant de l'accueil, entre guillemets, des étrangers, vous vous apercevez que ce dont on parle, c'est renforcer les frontières extérieures à l'espace Schengen, éviter même que les étrangers ne puissent parvenir sur l'espace Schengen, avoir une politique beaucoup plus rigoureuse en matière de droit d'asile. Je trouve ça extrêmement inquiétant et on n'a jamais vu dans l'histoire humaine une société quelconque se perpétuer en méconnaissant ses valeurs propres et en s'érigeant en forteresse du monde. C'est pas comme ça que les choses pourront fonctionner et c'est certainement pas en reniant des engagements qui remontent au milieu des années 50 que, un, on exercera véritablement sa mission et que, deux, on résoudra les problèmes. Et ce sont des thématiques sur lesquelles vous allez prochainement publier des ouvrages? J'ai en tête un bouquin que je vais écrire un jour si j'en ai le temps. J'ai déjà le titre. C'est pas un titre très compliqué. Il s'appellera Vive la République. Pour, au contraire, dire à bas la nation. Parce que je pense que la nation, la nationalité, le nationalisme sont ce qui a fait que les êtres humains, en particulier en Europe, se sont déchirés, entretués, et qu'aujourd'hui encore, c'est le vecteur de l'exclusion, c'est le vecteur du refus, de la négation. La République, c'est partager la foi dans la capacité de l'homme à dépasser son petit intérêt personnel pour embrasser liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, c'est ça mon projet, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Je vais m'y coller un jour. Pour terminer cette interview, souhaitez-vous rajouter quelque chose, une remarque particulière pour compléter vos propos? Justement, puisque vous m'en donnez l'occasion, je crois qu'il est important aussi qu'on soit capable de porter un message à peu près clair et à peu près simple sur le droit. Encore une fois, on peut rendre compliqué des choses simples. C'est plus difficile de rendre simple des choses compliquées, mais je pense que c'est aussi le devoir des universitaires que de porter la connaissance le plus loin possible. Merci beaucoup Xavier Van Den Driest d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous qui écoutez ce podcast, nous espérons qu'il vous a plu et vous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.